Cette présentation est originale de Madame Mercedes Hernandez, professeure en biologie d'un lycée de Salamanca, Espagne. Nous avons considéré qu'elle était aussi importante pour le public français car elle peut être utilisée comme support éducatif dans les écoles de France. Certaines des informations contenues dans cette vidéo proviennent de l'atelier qui s'est tenu en août par les Académies nationales des sciences et de l'ingénierie et de la médecine aux États-Unis. Cet atelier a réuni un énorme groupe d'experts qui sont actuellement en train d'enquêter sur la transmission de cette maladie. Les conférences sont disponibles sur Internet. Le coronavirus n'est pas forcément le virus le plus contagieux pour les humains. Ce n'est pas non plus le plus meurtrier. Si l'on considère l'incidence actuelle en comparaison avec celle des mois précédents, on pourrait croire que le nombre de contaminés est similaire, mais maintenant la mortalité aurait diminué. Avec certitude, la réalité est bien distincte. Pendant les moments les plus graves en mars et en avril, le nombre de cas détectés était très faible en comparaison au nombre de cas réels. Ceci a été démonté dans les études de zéro prévalence, dans lesquelles on a pu constater que par exemple à Salamanca, environ 10% de la population a été déjà atteinte par le virus, même n'ayant pas montré de symptômes apparents. Le grand problème avec ce virus, ce n'est donc pas sa capacité à se propager ni sa létalité, c'est le grand nombre de personnes asymptomatiques que sans le savoir continuent à le propager. C'est donc pourquoi le virus est devenu incontrôlable et devenu une pandémie. De plus, étant un nouveau virus, la plupart de personnes n'ont pas développé des défenses. Et pendant qu'il y a une grande part de personnes qui n'a, a priori, d'effets visibles, d'autres personnes sont gravement atteintes, pouvant produire la mort. Personne ne sait réellement si on va l'avoir sans symptômes ou si on va mourir. Le nom de ce virus est en réalité SARS-CoV-2. SARS comme syndrome respiratoire aigu sévère. Il y a déjà eu d'autres. En 2002, le SARS, et puis en 2012, le MERS. Mais la propagation n'était pas si importante. CoV, parce que c'est un type de coronavirus. Il y en a plein d'autres. 2, parce que le premier, celui de 2002, avait été nommé SARS-CoV-1. Ce virus, tout comme les autres, n'est enveloppé que par une couverture externe et à l'intérieur, il y a son matériel génétique. Pour ce virus, c'est de l'ARN et non pas de l'ADN, comme c'est le cas dans la plupart des cellules des êtres vivants. Il y a bien une information très importante à retenir. L'enveloppe extérieure, c'est de la matière grasse. C'est pour cela que c'est tellement facile à détruire avec du savon et de l'eau ou avec une solution hydroalcoolique. Ce virus est vraiment minuscule. Il fait environ 0,1 micron, c'est-à-dire de l'ordre millionième d'un mètre. Mais il voyage rarement tout seul. Il ne peut contagier que lorsqu'il est dedans des petites gouttelettes des fluides qui sortent de nous. Lorsqu'on respire, on parle, on tousse, on chante. Ces gouttes peuvent être de plusieurs tailles, mais elles sont toujours beaucoup plus grandes que le virus. Pour bien se comprendre, on sait tous que les êtres humains peuvent se déplacer dans l'air, mais pas comme ceci. Les êtres humains peuvent voler comme ceci, toujours à l'intérieur d'appareils pressurisés avec de l'oxygène pour pouvoir survivre. Puis on arrive à nos destinations et on se disperse. Le virus fait pareil. Les gouttelettes dans lesquelles il se promène et qui sortent de nos bouches et de nos nez, lorsque l'on respire, l'on parle, l'on chante ou l'on crie, sont formées par de l'eau, du sel, de la moussine, etc. La taille de la gouttelette par rapport au virus est plutôt celui de droite. C'est-à-dire qu'une goutte quelconque est bien plus grande que le virus. Et dans ces affaires, la taille y est pour beaucoup. Les gouttes les plus grandes ne peuvent pas se déplacer au-delà d'1 ou 2 mètres. Par contre, les plus petites, celles qu'on appelle aérosols, peuvent aller jusqu'à 100 mètres et rester dans l'air, jusqu'à typiquement 2 heures. Pour cela, actuellement, il y a un gros débat au sein de la communauté scientifique. Le virus se transmet-il dans des petites gouttelettes, dans des aérosols? Les fomites, ce sont les particules qui tombent dans les surfaces avec lesquelles on pourrait se contaminer si on les touchait. On verra cela plus tard en détail. Si la transmission se fait que par des grandes gouttes, se laver les mains, la distance sociale et l'utilisation des masques seraient les mesures les plus efficaces pour la contrôler. Mais si la transmission se fait par de petites gouttelettes, des aérosols, réaliser des activités à l'air libre, une bonne ventilation dans des espaces confinés, l'utilisation des masques et la distance sociale seraient les mesures appropriées. Probablement, les deux voies de transmission sont importantes. Or, la plupart des scientifiques s'orientent de plus en plus par la transmission par aérosol. En ce qui concerne les fomites, les particules avec le virus qui tombent dans les superficies et que l'on peut toucher seulement peuvent nous infecter si nous nous touchons après, la bouche, le nez ou les yeux.
Ce virus ne se transmet pas par contact sur la peau, seulement par les muqueuses, bouche, nez et yeux. Mais nous ne sommes pas conscients du nombre de fois que nous nous touchons la bouche, le nez et les yeux sans nous rendre compte. Voilà pourquoi c'est si nécessaire de nous laver les mains et de nettoyer les surfaces. D'autre part, pour d'autres maladies respiratoires comme la grippe, on a pu démontrer que si le virus entre dans l'organisme par des grandes gouttes, la dose de virus nécessaire pour produire l'infection est beaucoup plus importante que si le virus entrait par des aérosols. C'est-à-dire qu'en forme d'aérosol aux petites gouttelettes, il en faut moins de virus pour produire plus d'infections. Si pour d'autres maladies cela fonctionne comme ceci, ne serait pas prudent de prévenir la population et de prendre des mesures contre les aérosols? Et quelles sont les mesures les plus appropriées? Utilisation des masques, lavage de mains, garder les distances et ventilation et filtration d'air dans les espaces fermés. La distance de sécurité recommandée par l'Organisation mondiale de la santé est de 1 mètre. Mais c'est mieux de garder 1,5 mètre ou 2 mètres lorsqu'on est contraint de rester avec des gens pour réaliser certaines activités. L'efficacité des masques est prouvée, mais utilisés seuls ne semble réduire la transmission que de 10 à 20%. Les masques limitent fortement la sortie et l'entrée des particules respiratoires dans notre corps. Le porter, ce n'est pas toujours synonyme d'une isolation parfaite. Mais le problème n'est pas dans les masques. Le problème est plutôt lié à comment on les utilise. Porter le masque avec le nez dehors, c'est comme ne pas porter le masque du tout. Car par le nez, entrent et sortent des particules respiratoires qui peuvent porter le virus si la personne est infectée. Malheureusement, il semblerait qu'il n'y a pas eu assez de communication vers la population sur l'importance d'ajuster les masques. Dans cette expérience, on peut voir comme un masque chirurgical laisse sortir plein d'aérosols. Et le lieu le plus dangereux pour un autre serait de rester derrière celui qui porte le masque. En plus, de la même manière que les ouvertures laissent sortir les particules, elles peuvent aussi les laisser entrer. Curieusement, dans cette expérience, un masque en tissu avec plusieurs couches mais bien ajusté au visage était le masque le plus efficace en laissant sortir le moins d'aérosols. Si l'on porte un masque chirurgical, il faut faire en sorte qu'il soit bien ajusté au visage. Dans ce lien, vous pourrez voir comment le faire et augmenter ainsi sa capacité de protection. Fait l'investissement par rapport au masque en tissu, autant bien en profiter. L'hygiène des mains et surfaces, on a toujours dit que c'était très important. Si on se touche la bouche, le nez et les yeux. Si on porte un masque et on l'utilise bien, ne mettons pas les doigts toujours à l'intérieur, on minimise la probabilité d'infection par la bouche et le nez. Car étant toujours protégé avec le masque, on empêche physiquement le contact avec les mains qui sont potentiellement contaminées et le virus ne rentre que par les muqueuses. D'où l'importance de protéger les yeux. On verra cela plus tard. Pour bien nettoyer les mains et les surfaces, il suffit d'utiliser de l'eau avec du savon. Si l'on n'en a pas, on peut utiliser du gel hydroalcoolique avec moins 70% de concentration en alcool. Réellement, les virus qui tombent dans des gouttes sur une surface ne résistent pas trop de temps. Le virus finit par se désactiver totalement. Des études apparues il y a plusieurs mois ont montré que dans les aérosols, le virus se maintient au maximum 2 heures. C'est-à-dire que si dans une pièce il y a eu une personne infectée, sans masque ou avec un masque mal ajusté, après 2 heures d'être sorti, dans l'air ne reste rien. En prenant des marges, pour en être sûr à 100%, sans besoin d'utiliser des produits d'entretien, on peut être sûr que passé 3 heures, il ne reste rien dans l'air. 4 heures sur une pièce, 24 heures sur du papier ou de carton, 48 heures sur des surfaces métalliques et 3 jours sur des plastiques couverts. Et tout cela sans utiliser des produits d'entretien. Dans des objets qui sont dans l'air, le virus se concentre beaucoup moins et la lumière ultraviolette du soleil le détruit en peu de temps. C'est pour cela que réellement, il n'y a pas d'intérêt à fumiger les rues, les parcs et les lieux publics en général à l'extérieur. Par contre, c'est convenable de nettoyer les balustrades, les boutons des ascenseurs, les poignées des portes, etc. Et tout cela dans les centres commerciaux, dans les écoles, dans les bureaux, dans les métros, dans le bus. Et les gants ? Ils ne sont pas vraiment très utiles, plutôt contre-productifs. Comme on a déjà dit, ce virus ne se transmet pas en touchant les objets. Il ne se transmet pas à travers la peau. Et si l'on touche quelque chose avec les gants, et puis on se touche la bouche, le nez et les yeux avec les gants, cela revient au même. Nous allons nous contagier également. Si on décide de porter les gants, il faut se laver les mains avec, de la même manière que si on ne les portait pas.
Logiquement, pour une personne qui doit passer sa journée à toucher des choses et se voir forcée à se laver les mains en permanence, il y a un vrai intérêt. Mais que pour protéger ses mains des savons et alcool, mais non pour se protéger du virus. Pour les autres personnes, les gants ne peuvent qu'être un foyer d'infection. Et la ventilation des lieux fermés? À ce jour, on sait qu'il est absolument nécessaire. Dans les EHPAD et les hôpitaux, ventiler toutes les pièces et installer des filtres, et pas, dans les endroits où il n'y a pas de ventilation, devait être absolument nécessaire. C'est probablement la cause pour laquelle il y a eu un tel index de contagion dans ces endroits, en Espagne ou dans d'autres pays. Les systèmes de ventilation devraient être conçus dès la création du bâtiment et être maintenus très fréquemment. Avec cela, on éviterait le coronavirus, mais aussi les grippes, les rhumes saisonniers et d'autres maladies virales et bactériennes. De plus, on aurait l'avantage de diminuer aussi les problèmes des personnes allergiques. La transmission du virus à travers des aérosols est connue depuis longtemps. Il y a eu des cas dans des cantines, des bureaux, des restaurants, des bus. Dans tous les cas, les personnes qui ont été infectées et qui se sont fait infecter ne portaient pas de masque en plus de rester plus d'une demi-heure dans des conditions défavorables. Ce n'était pas quelque chose de rapide. Avec le masque, nous n'avons pas encore trouvé d'études montrant un cas d'infection. On savait qu'il y avait eu des contagions dans des ascenseurs avec des personnes qui n'avaient pas été en contact direct. En fait, les scientifiques montrent que pour les animaux, les systèmes de ventilation sont aussi efficaces que la vaccination du 60% des spécimens pour éviter ce type d'infection respiratoire. Et là, on parle des animaux qui n'ont jamais porté de masque, ni se lavent souvent les mains, les griffes. Des études expérimentales avec le SARS-CoV-2 ont montré que les animaux se sont contagiés même en étant dans des cages séparées, rien par le fait de laisser passer l'air d'une cage à l'autre. D'où l'importance essentielle de la ventilation. Parfois, ce n'est même pas nécessaire un gros budget pour le faire. On peut construire des filtres artisanaux assez performants. D'autres systèmes d'extraction d'air peuvent résulter très efficaces. Il y a des dispositifs purificateurs d'air qui sont vraiment efficaces, mais attention, ils doivent porter des filtres EPA et sans émission d'ozone. L'ozone est très toxique. Les yeux est une autre voie empruntée par le virus pour nous contagier, et considérée comme secondaire par beaucoup de scientifiques. Par contre, pour les professionnels qui travaillent dans des hôpitaux, EHPAD, cabinets dentistes, etc., est une voie à ne pas négliger. Pour la plupart des gens et pour travailler dans une classe avec des masques, une protection faciale ne semble pas diminuer vraiment la probabilité de s'infecter. Au fait, les tapis avec désinfectants ne sont pas très utiles. Fumiger des places, des parcs et des rues est absolument ridicule. Les produits utilisés sont toxiques et ont des effets négatifs pour la santé. La lumière ultraviolette du soleil est une forme efficace pour désinfecter ces espaces extérieurs. En plus, c'est gratos. Les protections de verre acrylique et de plexiglas, tellement à la mode, ne servent que pour les postillons directs, mais non pas pour les particules les plus petites qui se propagent par l'air, comme par exemple dans une classe ou une cantine. On dirait une dépense superflue. Par contre, ceci pourrait être approprié car minimise le contact entre familles et groupes et les aérosols se dispersent dans l'air, sans aucun souci. Pour mieux comprendre, on peut poser l'exemple de la fumée du tabac qui est aussi un aérosol. Si l'on fume dans un endroit confiné, la fumée se cumule et arrive à tous ceux qui sont dedans. Par contre, si l'on est à l'extérieur, avec des écrans de séparation entre fumeurs et non-fumeurs, on évite que la fumée n'arrive pas aux personnes qui sont à l'extérieur. Toujours avec l'exemple de la fumée, la distance entre les personnes continue d'être importante lorsqu'on n'utilise pas de masque même à l'extérieur. Par exemple, dans la terrasse d'un bar, où la respiration d'une personne peut être inspirée par une autre qui se trouve dans la table d'à côté. Et peut-être pas beaucoup celui en face de toi, mais certainement pas ceux qui se trouvent bien loin. Mais si l'on est dans un endroit fermé, les aérosols continuent dans l'air et se propagent vers toutes les personnes, qui continuent dedans et qui les respirent, en parlant, en chantant, en criant. C'est pour cela qu'il est nécessaire de ventiler, extraire l'air et de mettre des purificateurs d'air avec des filtres EPA. Voilà un exemple de dépense inutile dans une classe. Il vaut mieux dépenser de l'argent dans des filtres EPA. Dans un bureau, cela peut être nécessaire, mais pas forcément maintenant avec le coronavirus, mais pour se protéger d'autres maladies. Ces écrans existaient, il y a encore quelques années, dans les bureaux recevant du public.
En conclusion, si l'on réalise des activités avec des masques pendant beaucoup de temps, avec beaucoup de personnes, la probabilité de s'infecter est haute ou moyenne, surtout si l'on crie ou on chante. Mais si le nombre de personnes est faible et l'intérieur est ventilé, seulement crier et chanter peuvent entraîner un risque d'infection moyen. Éviter la Covid est l'affaire de tous, mais il y a des mesures efficaces et d'autres un peu farfelues, même contre-productives. Rester informé est la meilleure manière d'éviter les infections et apporter chacun son grain de sable pour arrêter cette maladie. Merci.